Quelles sont les caractéristiques des sociétés coloniales et qu'appelle-t-on les deux âges du colonialisme européen? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui les caractéristiques des différents types de sociétés coloniales et les deux âges du colonialisme européen, ainsi que l'évolution, notamment historique, de ces dernières. D'abord, les deux âges du colonialisme européen. De 1500 à 1850, un peuplement européen de colons très fort, car il fallait soumettre la population noire. En 1500, l'année 1500 correspond à la découverte de l'Amérique, en gros. Ensuite, 1850 à 1960, le peuplement européen était très faible, mais une grande diversité de situations dans les différentes colonies, que ce soit françaises, anglaises, j'en passe et des meilleures. L'inégalité maximale, qu'il est matériellement possible d'atteindre, croît avec le niveau de vie moyen d'une société. Plus une société est riche, plus il est possible d'atteindre une inégalité élevée. Cette notion d'inégalité maximale permet de comprendre pourquoi l'inégalité de revenus ne pourra jamais atteindre le niveau de l'inégalité de propriété. Les sociétés propriétaristes, qui prospéraient en France et au Royaume-Uni à la Belle Époque, reposaient sur une large part sur les actifs étrangers. Le premier âge colonial fut détruit par les révoltes. Le deuxième le fut par les guerres et les révolutions. Ce sont deux caractéristiques différentes. Ces guerres et ces révolutions ont été causées par la concurrence effrénée entre les puissances coloniales et les violentes tensions sociales entraînées par les inégalités internes et externes engendrées par les sociétés de propriétaires globalisées, ou du moins, en partie, on y reviendra. En règle générale, ce sont les rapports de propriétaires qui étaient complexes dans la réalité. Plus complexes que ceux évoqués dans les livres d'économie ou même dans certains livres d'histoire. Par exemple, il n'est jamais simple pour un salarié de consacrer une part importante du produit de son travail pour payer un profit ou un loyer à son propriétaire. C'est pourquoi les relations de propriétaires font toujours l'objet de conflits et donnent lieu au développement de multiples institutions qui visent à réguler la forme de ces relations et les conditions de leur perpétuation. Pour résumer, le régime international de la Belle Époque, mêlé dans son schéma de justification à la fois des dimensions propriétaristes et civilisatrices, et chacune de ces dimensions a laissé des traces essentielles dans les évolutions ultérieures, c'est-à-dire après, bien après d'ailleurs. Prenons l'exemple du travail forcé légal, c'est-à-dire non rémunéré bien sûr. Dans les colonies françaises de 1912 à 1946, le travail forcé était un rouage essentiel du système colonial dans son ensemble. En 1919, la création de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en même temps que la SDN, la Société des Nations, mais l'OIT, tout comme la SDN d'ailleurs, ne pouvait pas faire appliquer ses recommandations, car l'OIT manquait de moyens et de pouvoir de sanction. Il ne pouvait pas contraindre. Ensuite, la sortie du colonialisme et la question du fédéralisme démocratique. La particularité du cas français est que l'on assiste entre 1945 et 1960 à une tentative de redéfinition des institutions politiques à partir d'une assemblée nationale rassemblant des représentants élus de la métropole et des colonies. Pour conclure, la construction d'espaces de délibération et d'espaces politiques à l'échelle régionale et continentale est un défi qui concerne également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et l'ensemble de la planète au XXIe siècle. La coopération, c'est le mot-clé.
Dans son livre Capital et idéologie, Thomas Piketty évoque des institutions politiques à l'échelle post-nationale pour évoquer cette question de l'efficacité réelle et pour dépasser tous les blocages institutionnels respectifs au pays et toutes les tractations politiques, notamment à court terme. Je vous renvoie vers une de mes vidéos sur le public choice que j'avais fait. Et si c'est nécessaire, j'en referai une sur mon TikTok de 3 minutes pour expliquer cette notion de public choice qui est fondamentale pour bien saisir de quoi on parle. La prochaine fois, on verra le cas de l'Inde, l'évolution de l'Inde, par exemple, aussi les courants monarchistes, la position de Dumézil, etc. Et on verra aussi ce qu'il en est dans l'islam. C'était Soso l'Intello. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés. Et on se retrouve demain, si Dieu le veut, pour un sujet qui n'a rien à voir. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous.